Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Pour ma part, j'étais à une conférence de Google pour les organisateurs d'événements et du coup j'ai plein d'idées en tête, mais bon ça je vous en dirai plus tard. En tout cas, vous êtes ici dans Dev Café, l'émission qui vous résume l'actualité autour du développement mobile en une dizaine de minutes. Et en parlant d'actualité, cette semaine risque d'être assez riche puisque pas plus tard que demain, donc mardi, il va y avoir la .NET Conf où il devrait y avoir des annonces autour de .NET MAUI. Et mercredi, ce sera la version londonienne de l'Android Dev Summit. Et d'ailleurs, je me rendrai à Londres, donc j'essaierai de vous faire un petit compte-rendu là-dessus. Mais bon, avant ça, j'imagine qu'aujourd'hui, vous êtes là pour les actualités qui ont eu lieu pas plus tard que le week-end, voire les mêmes derniers jours. Je vous propose qu'on les regarde juste ensemble. Aujourd'hui, lorsque vous créez un émulateur sur Android Studio, de base, il a une mémoire interne de 800 MB. Et le problème, c'est lorsque vous allez installer 2-3 applications, très vite, vous allez avoir le petit symbole qui s'affiche en vous disant « Attention, il n'y a plus assez d'espace disponible ». Et là, ce que l'on apprend, c'est que sur Android Studio Canary 5, alors juste pour rappel, les versions Canary, ce sont les versions alpha, et bien cette valeur par défaut va passer de 800 MB à 6 Go. Donc autant vous dire que désormais, vous n'aurez plus le problème. Mais là, on se parle uniquement de la valeur par défaut, parce que déjà aujourd'hui, vous pouvez tout à fait mettre une valeur différente sans aucun problème. Mais disons que là, avec la valeur par défaut, c'est si vous oubliez toutefois de la changer, la valeur de base sera très largement suffisante. Mais bon, vu qu'il s'agit d'Android Studio en version Canary, et donc comme je vous ai dit en version alpha, il va quand même se passer plusieurs mois avant que ce soit disponible pour tous en version stable. On reste maintenant sur Android, mais cette fois-ci sans Google. Et si vous vous souvenez, il y a quelques temps, je vous avais parlé d'un système d'exploitation qui s'appelle i/OS et qui est une version donc dégooglisée d'Android. Et c'est notamment orchestré par un Français qui s'appelle Gaël Duval, qui est notamment le créateur de Mandrake ou Mandriva, qui étaient des distributions Linux. Et ce que l'on apprend, c'est que la version 1.5 donc de i/OS est donc désormais disponible. Donc en toute logique, vous allez avoir les corrections de bugs et corrections de sécurité, bref, comme d'habitude. Mais il y a quand même des petites modifications, notamment autour de la boutique d'applications qui s'appelle l'AppLounge. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir d'où ils prennent leurs APK. Donc c'est en réalité sur F-Droid, mais aussi ils vont aller piocher, dans certains cas, sur le Google Play. Et pour ça, ils s'appuient sur une API qui s'appelle CleanAPK. Vous pouvez tout à fait l'utiliser, elle est totalement ouverte à tous. Et donc, grosso modo, ça va vous dire est-ce que l'application, elle est en termes de sécurité, ça va ou pas du tout. Et donc, du coup, ça va vous dire peut-être WhatsApp va le piocher sur le Google Play et sinon va le piocher sur F-Droid. Donc, je trouve ça relativement intéressant. Et donc, i/OS en version 1.5, vous pouvez le télécharger et il y a plein de téléphones qui sont compatibles. Et toujours en restant sur les téléphones dégooglisés, je ne sais pas si vous connaissez une suite d'applications qui s'appelle les Simple Mobile Tools, et en gros ça vous fournit des applications concurrentes à celles de Google pour par exemple le calendrier, le gestionnaire de fichiers, la galerie photo. Donc ça vous pouvez l'installer peu importe que vous ayez un téléphone googlisé ou non. Et donc ce que l'on apprend, c'est qu'ils font également un téléphone qui s'appelle le Simple Phone, mais là-dessus je ne vais pas vraiment vous le recommander parce qu'il coûte à peu près 400 €. Et en termes de spec, honnêtement, c'est encore de la 4G, des choses comme ça. Par contre, moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est que eux, ils font également leur propre système d'exploitation. Et finalement, ils font exactement la même chose que le i/OS. Et finalement, les deux font des versions dégooglisées d'Android. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas les choses ensemble? Ça paraîtrait pourtant logique. Et bon, du coup, c'est un peu ma question que je vous propose aujourd'hui dans le sondage. Est-ce que ça vous intéresse d'utiliser des téléphones dégooglisés? Ou alors, est-ce que, au contraire, vous utilisez un téléphone avec les services Google, et donc vous ne payez pas, mais en contrepartie, il y a un peu de vos données privées qui vont donc sur les serveurs de Google. Est-ce que c'est quelque chose que vous préférez, ou est-ce que vous avez vraiment envie de partir sur des solutions dégooglisées? Alors n'hésitez pas à y répondre dans la partie communauté, sinon vous avez le lien en commentaire épinglé. Et donc du coup, c'est fini pour ces premières actualités autour de l'univers Android, et donc désormais, pour faire un petit entracte, je vous propose les actualités en bref. La semaine dernière a été une véritable hécatombe puisque des sociétés comme Twitter, Stripe, Lyft, Hootsuite et une trentaine d'autres ont massivement licencié avec un chiffre autour de 10 000 emplois perdus. Cette tendance se poursuit depuis plusieurs mois dans la mesure où les investisseurs se montrent bien moins friands qu'auparavant à financer à coups de millions des sociétés. En septembre, Adobe a annoncé le rachat de Figma pour 20 milliards de dollars. Tout avait l'air de passer comme une lettre à la poste, sauf que le département de la justice américaine vient de mettre son nez dans l'affaire.
Il contacte actuellement les clients et concurrents des deux sociétés et des premières investigations ont déjà été ouvertes, chose plutôt précoce dans ce type d'affaires. Comme on dit maintenant, affaire à suivre. Les montres Pebble sont sorties au début des années 2010 et même si elles ont rencontré un certain succès d'estime avec leur écran e-ink, la société a dû cesser ses activités en 2016 avant que ses brevets et logiciels ne soient rachetés par Fitbit. Un firmware non officiel nommé Rebel a alors été créé afin de maintenir le téléchargement d'applications et selon des données récentes, 16 000 montres auraient montré des signes de vie au cours des dernières semaines. Bien que le FireWire soit souvent lié à Apple, il s'agit pourtant d'un standard sous la norme I3E qui venait concurrencer l'USB. Mais au fur et à mesure des années, l'USB a repris les devants avec un coût bien moins élevé, mais aussi des vitesses supérieures. Sur la dernière version de macOS, le support de cette connectique commence à s'amenuiser avec la disparition de la partie audio après 2 versions où Apple avait déjà retiré certaines fonctionnalités importantes. Petit à petit, le FireWire rejoint donc le cimetière des connectiques inutilisées. Toujours chez Apple, la WWDC est la conférence qu'Apple réserve aux développeurs. Une chaîne YouTube permettait de voir des vidéos d'il y a une vingtaine d'années sur des concepts dépréciés comme macOS Aqua ou Darwin. Mais cela n'est plus du goût d'Apple qui a demandé la suppression de ces contenus. Seul hic, on ne peut pas les retrouver ailleurs. Quand on évoque les navigateurs web pour mobile, vous pensez probablement à Chrome, Safari ou Firefox, mais Samsung s'est senti obligé de créer sa propre déclinaison sous le doux nom de Samsung Internet. La version 19 est sortie il y a quelques jours et offre la synchronisation des favoris de Chrome, des fonctionnalités autour de la protection de la vie privée ou encore la détection de phishing. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, même les smartphones non Samsung peuvent le télécharger. Et pour terminer, une petite information pour les développeurs web, les MDN WebDocs qui sont une référence pour tout connaître sur le HTML, le CSS, le JavaScript et bien d'autres technologies vient de s'offrir un ravalement de façade avec notamment un mode sombre. La semaine dernière, le plus grand salon français autour du jeu vidéo se tenait à la porte de Versailles à Paris et c'est la Paris Games Week et c'est organisé par le CEL, c'est-à-dire le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. Et donc en même temps que cet événement, il publie une enquête annuelle autour des Français et du jeu vidéo. Et donc cette enquête, elle est divisée en plusieurs parties. Et dans l'idée, je vous propose qu'aujourd'hui on regarde une partie et dans les prochains jours on regardera la suite. Alors du coup, cette première partie c'est essentiellement sur des statistiques et je pense que ça peut être intéressant de les regarder justement. Alors la première stat, c'est que 7 Français sur 10 jouent au moins une fois par an à un jeu vidéo et on voit que sur la pyramide des âges, plus une personne est jeune, au plus elle va jouer d'une manière générale. Et pour ce qui est de la proportion femmes et hommes, on va dire que à peu près c'est équilibré, même s'il y a quand même une tendance légèrement plus forte auprès des hommes. Et côté support, c'est très clairement les smartphones qui dominent, et ça paraît relativement logique, parce que des smartphones, tout le monde en a, et il n'y a pas besoin d'acheter une console en plus, c'est donc pour ça qu'il y en a 50%. Par contre, pour ce qui est des autres supports comme les téléconnectés, je trouve qu'en termes de proportion, c'est pas terrible, avec seulement 11%. Et pour ce qui est des smartphones gaming, on est vraiment sur une niche, puisqu'il n'y en a que 6%. Alors côté type de jeu, sur le mobile, en première position, c'est tout ce qui est casual qui arrive en tête, donc c'est-à-dire tout ce qui est Candy Crush et les jeux du type. Ensuite, c'est du social gaming et en troisième position, ce sont les jeux de stratégie en temps réel. Et d'une manière générale, pour ce qui est des tablettes, c'est à peu près la même chose. Par contre, il y a une autre statistique que je trouve relativement intéressante, c'est que généralement, on dit que les joueurs, ils sont un peu dans leur coin et ils ne vont pas consommer d'autres médias. Et sauf que cette statistique ici, cette étude plutôt, elle nous démontre que les chances d'aller au cinéma, au théâtre, au musée, ou à des concerts, c'est supérieur, que les joueurs y vont un peu plus que les internautes d'une manière générale. Bon, là-dessus, je mets quand même une petite étoile parce que c'est quand même une étude financée par un syndicat des jeux vidéo. Donc forcément, ils n'allaient pas dire l'inverse. Donc voilà, moi je mets peut-être un tout petit peu en doute cette statistique. Mais bon, voilà, en gros, c'est pour montrer quand même que les joueurs ne sont pas reclus dans leur coin. Mais d'une manière générale, quand même, ils sont ouverts sur la société. Et on termine avec deux sujets beaucoup plus proches pour nous développeurs. Alors, je ne sais pas si vous connaissez quelque chose qui s'appelle DALL-E, mais c'est tout simplement une IA qui permet de générer des images simplement en écrivant, en décrivant même ce que vous voulez générer. Et honnêtement, ça marche très bien. Mais jusqu'à présent, c'était relativement limité en termes d'accès. On était sur une liste d'attente, etc., etc. Et là, finalement, ils ont ouvert un peu plus leurs portes. Et en l'occurrence, ils ont mis à disposition une API qui pourrait probablement vous intéresser, parce qu'elle va vous permettre de générer des images, de modifier des existantes, voire même générer d'autres facettes, d'autres variantes des images que vous aviez générées.
Alors pour le moment, cette API elle est disponible en version bêta et au maximum vous allez pouvoir générer 10 images par minute avec une limite de 25 images toutes les 5 minutes. Donc pour le moment c'est gratuit, donc n'hésitez pas à aller le tester. Et juste avant de se quitter, on va se parler à nouveau d'une IA et en l'occurrence c'est GitHub Copilot. Si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement une IA qui peut compléter votre code, ou alors vous allez lui demander un algorithme et lui, il va vous le fournir d'une certaine manière gratuitement. Mais bon, comme on l'a vu, cette IA, elle a un gros problème, c'est qu'elle est basée sur toute la partie publique de GitHub, et lorsqu'elle recrache du code, eh bien généralement, en termes de licence, on ne le sait pas. Et donc ça pose des grosses polémiques. Mais bon, là-dessus, il n'y a rien de nouveau. Mais là où par contre, il y a de la nouveauté, c'est que quelqu'un s'est expliqué chez Bloomberg, et c'est quelqu'un de chez Microsoft, et il a indiqué que finalement GitHub et donc Microsoft avaient pour ambition de créer d'autres variantes de GitHub Copilot pour d'autres métiers, et ça concerne la bureautique, la conception de jeux vidéo, l'architecture et encore la sécurité informatique. Alors tout comme pour l'implémentation actuelle, l'idée c'est pas de nous remplacer, mais bien au contraire de fournir des outils pour nous aider. Mais malheureusement, dans l'interview, il ne donne pas vraiment de timeline de quand est-ce que ce sera disponible. Mais en tout cas, on voit très clairement ici que Microsoft est à fond pour trouver des nouvelles opportunités pour OpenAI. Et d'ailleurs, si vous ne connaissez pas OpenAI, c'est une sorte d'association, puisque aux États-Unis, on appelle ça une entreprise à but lucratif plafonné. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que Microsoft fait des dons à cette société et donc du coup ils ont le droit d'utiliser OpenAI, et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez des produits qui s'appellent d'ailleurs Azure OpenAI. Et du coup OpenAI, qu'est-ce qu'ils font? Donc ils font DALL-E, donc je vous ai parlé juste avant, mais aussi GPT-3 qui, pour vous la faire simple, c'est tout ce qui est à base de texte, et il y a également Codex qui lui en fait est la base de GitHub Copilot. Et de mon côté, je dois vous avouer que j'utilise GitHub Copilot au quotidien et que vraiment ça me fait gagner beaucoup de temps. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez que ce genre de technologie vous effraie, parce que on pourrait imaginer qu'à terme ça nous remplace. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas comme ça que Microsoft et que OpenAI le vendent, mais bon, on pourrait l'imaginer parce que finalement ça nous génère de code. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous pensez de ce genre de techno. Et voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais juste avant, on va quand même regarder les résultats du sondage de jeudi où je vous demandais quelle plateforme, quel système d'exploitation vous utilisez principalement pour développer. Et clairement, c'est ce que je pensais, c'est macOS qui arrive en première position, autant avec les processeurs Apple Silicon ou ARM que ceux sur Intel. Et d'une manière générale, ça paraît assez logique, puisque si on veut faire de l'iOS, et bien forcément il faut avoir macOS et Xcode. Ensuite, on retrouve Windows, et sur la dernière marche, c'est Linux. Et juste, n'oubliez pas d'aller voter pour le sondage du jour qui, pour rappel, est sur les téléphones dégooglisés pour voir si ça vous intéresse ou alors pas du tout. Pour rappel, c'est dans la partie communauté de la chaîne. Si vous ne trouvez pas où c'est, pas de problème, c'est dans la description ou en commentaire épinglé. Et voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, sachant que pour rappel, cette semaine, il devrait y avoir pas mal d'annonces avec dès demain la .NET Conf et des annonces autour de .NET MAUI, et mercredi des annonces autour de l'Android Dev Summit. Donc vu que je vais justement aller à Londres, peut-être que j'aurai un peu de mal à faire des Dev Café. En tout cas, j'essayerai de faire mon maximum là-dessus. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est lundi. Surtout, n'hésitez pas à aller lire mes newsletters. Comme d'habitude, les liens sont présents en description. Et bon, du coup, aujourd'hui, on a terminé. En tout cas, j'espère que vous allez passer une excellente journée. Et voilà, pour ma part, je vais donner des cours d'Android. Et bon, la dernière fois, je leur ai mis des mauvaises notes. Donc, je vais voir comment est-ce que ça se passe. En tout cas, de mon côté, je vous souhaite une excellente journée. Et forcément, je vous dis à demain. Passez une bonne journée. N'hésitez pas à liker la vidéo. Bref, vous connaissez. Allez, on se dit à demain, même heure, même endroit.